Les amis, pendant des décennies, ils nous ont fait savoir que les vaccins étaient sans danger. Les parents se sont inquiétés par rapport à la qualité du vaccin que leur enfant reçoit et l'impact que cela peut avoir sur leur santé. On s'est tous inquiétés, mais aujourd'hui, on vient de recevoir la plus grande étude jamais réalisée sur les vaccins. Imaginez 1,2 million d'enfants suivis pendant 24 ans de 1997 jusqu'à 2018 et les résultats vont simplement vous surprendre. Que vous soyez pro-vax ou alors anti-vax, ok, cette étude-ci repose sur des bases vraiment solides. Et comme je vous dis, faites pendant 24 ans. On va essayer de voir cela dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de la recherche en santé, on parle des concepts de santé publique. Donc, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. On parle aussi de recherche en santé et notamment, ça concerne beaucoup les étudiants qui font, qui font de la recherche, qui sont en cycle de recherche et même des chercheurs, ok? Et nous pouvons vous accompagner dans votre processus de recherche parce que Parlons de santé publique dispose de plusieurs spécialistes en santé publique que nous pouvons mettre à votre disposition si vous voulez recevoir une assistance pour l'analyse de vos données, la rédaction de votre protocole d'études ou alors la relecture de votre travail. Donc, vous pouvez simplement nous contacter et nous allons mettre à ta disposition un de nos spécialistes. Si toi également, tu as des compétences en santé publique sur tous les différents domaines, tu peux nous contacter pour faire partie de notre équipe. Alors, voilà ce que je voulais d'entrée de jeu partager avec vous. Alors les amis, je vous plonge directement dans le contexte. Vous savez, l'aluminium, puisque c'est de cela qu'on en parle, l'aluminium dans les vaccins est donc présent, est une substance qui est utilisée pour fabriquer plusieurs vaccins. Ok, on parle par exemple des vaccins DTC-EP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus. Ok, on parle également des vaccins tels que le vaccin contre le pneumocoque. On parle aussi du vaccin contre l'hépatite A et l'hépatite B. Alors, c'est un produit donc qui est utilisé pour ces vaccins, mais jusqu'à plusieurs années, on se posait toujours la question de savoir quel est l'impact que que ce produit, cette substance-là, peut avoir sur les vaccins. Est-ce que ça va contribuer à favoriser, par exemple, des maladies auto-immunes? Est-ce que ça va favoriser à créer des maladies additionnelles chez les enfants qui reçoivent ces vaccins-là? Et jusqu'à présent, on n'avait pas véritablement ces données-là par rapport à l'impact que cela peut avoir sur des humains. On avait déjà eu à réaliser des études sur l'impact de l'aluminium, notamment en ce qui concerne les vaccins qu'on administre aux animaux. Et il n'y avait pas d'études qui étaient véritablement faites à grande échelle et qui étaient faites véritablement sur des humains. Et donc, c'est la première, parce que je vais évoquer avec vous dans la suite de la vidéo, une étude qui a été faite en 2023 aux États-Unis et qui parle également de cette association-là, dont les résultats sont différents des résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est une étude donc, qui se passe en fait au Danemark, ok? Et le Danemark a eu plusieurs changements de sa politique vaccinale pendant ces dernières années et les chercheurs se sont donc intéressés à ce changement-là. Alors lorsqu'on parle de changement, il y a par exemple eu l'introduction du vaccin pneumocoque en 2007. Il y a également eu la modification des substances vaccinales qui a consisté à introduire par exemple notamment l'aluminium qui nous intéresse aujourd'hui dans les vaccins. Et imaginez, figurez-vous, on est quitté de 0 à 4,5 mg par vaccin. Vous imaginez de 0 à 4,5 mg, c'est une augmentation significative. Et donc, on se posait donc bien évidemment la question de savoir quel est l'impact que cette augmentation d'aluminium peut avoir donc sur la qualité des vaccins et plus tard donc sur la santé des enfants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 1 200 000 enfants ont été suivis dans cette étude-ci. Et l'étude a duré 24 ans. Et on s'est intéressé à plusieurs maladies auto-immunes, des maladies chroniques, okay, des maladies qui touchent également le cerveau pour voir justement si l'introduction de cet aluminium-là peut avoir un effet, alors a une relation statistique, ok, a une relation donc avec ces différentes maladies que je viens de vous citer tout à l'heure. Alors, les résultats sont véritablement bouleversants, ok, bouleversants dans le sens positif.
Ok, on trouve qu'il n'y a pas de significativité lorsque on ajoute l'aluminium dans les vaccins des enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation donc entre ces vaccins et les différentes maladies auto-immunes qui sont testées. Et donc, je préfère on aille directement dans mon écran pour qu'on voit ces résultats de façon beaucoup plus spécifique et c'est absolument incroyable. Donc, vous pouvez voir avec le résultat principal qui montre qu'on n'a aucune augmentation du risque pour l'ensemble des maladies auto-immunes. Le ratio de risque combiné, c'est de 0,98. L'intervalle, c'est entre 0,94 et 1, ce qui montre que même avec 1 mg d'aluminium en plus, le risque reste inchangé. Pour 16 maladies spécifiques analysées, on a 8 qui avaient un risque maximal inférieur à 10%, 5 avaient un risque maximal inférieur à 30%, seulement 3 présentaient des intervalles plus larges, des maladies qui étaient beaucoup plus rares. Alors, en ce qui concerne les allergies et l'asthme, on a une petite surprise parce que 28 346 cas ont été analysés. Le ratio de risque était de 0,96, c'est aussi entre 0,94 et 0,98. La traduction, c'est que plus on a l'aluminium, moins on a des chances d'avoir l'asthme. Donc, c'était considéré donc ici, en ce qui concerne l'asthme, comme un facteur protecteur. Et on a donc d'autres maladies comme les troubles neurodéveloppementaux, et le résultat est encore beaucoup plus important, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus la grande peur des parents en se disant, ok, est-ce que ces vaccins peuvent avoir un impact sur le cerveau? Et là, on voit que le ratio de risque, c'est entre 0,89 et 0,97, ce qui montre que c'est également à ce niveau un facteur protecteur en ce qui concerne donc les maladies neurodéveloppementales. Donc, et là, on se rend bien compte que on n'a pas de risque en ce qui concerne ces différentes introductions d'aluminium dans les vaccins. Alors, ayant déjà vu ces résultats-là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas donc d'association entre l'introduction d'aluminium dans les vaccins et les différentes maladies qui ont été étudiées. Maintenant, on peut bien se poser la question de savoir quelles sont les forces de cette étude, quelles sont les limites de cette étude si on veut pousser la réflexion beaucoup plus loin. Déjà, les forces, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que ça couvre une grande partie de la population. Il y a beaucoup de personnes qui ont été intégrées dans l'étude. On parle de 1 200 000 et plus d'enfants. Et l'étude a duré pendant plusieurs années. C'était une étude de cohorte qui a été menée, 24 ans. C'est pas petit, ok? Et en ce qui concerne les limites, on peut dire que c'est une étude qui est simplement généralisable pour le cas du Danemark. Okay? On ne peut pas la généraliser à l'échelle mondiale. On encourage également d'autres pays à faire des études similaires. Et on peut aussi évoquer comme limite le fait que ce soit une étude, que ce n'est pas en fait un essai contrôlé, randomisé. C'est-à-dire que les études qui étaient, les personnes qui étaient sélectionnées sur la base d'un registre hospitalier. Et donc, il n'y avait pas la possibilité de faire donc une randomisation. Ce qui peut, dans certains cas, augmenter encore voilà, la force ou alors la qualité de l'étude lorsqu'on fait une randomisation. Donc, voilà. Maintenant, si on veut essayer de discuter un peu par rapport à voilà, la comparaison avec d'autres études, et je vous ai évoqué ça en introduction, c'est que en 2023, il y a une étude américaine qui s'est intéressée à la même thématique et qui a fait une étude de cohorte rétrospective pour montrer justement qu'il y a une association entre voilà, l'aluminium et donc certaines maladies qui touchent l'enfant avant donc ses 5 ans. Et voilà, cette étude-là qui avait été faite en 2023 aux États-Unis n'avait pas couvert une aussi grande proportion de la population. Donc, c'était pas une grande... beaucoup de personnes n'étaient pas intégrées dans l'étude, comme c'est le cas pour cette étude danoise qui a été effectuée et qui montre beaucoup plus de signes de robustesse et voilà de qualité en fonction donc déjà de par sa durée et de par également le nombre de participants qui ont été inclus dans l'étude. Donc, les amis, voilà ce que vous voyez. En ce qui concerne les résultats de cette étude, c'est absolument surprenant. En ce qui concerne les études vaccinales, il n'y a pas beaucoup d'études pareilles qui ont été faites en ce qui concerne la vaccination de par le nombre de personnes incluses dans l'étude. Et on voit donc qu'il n'y a pas de relation entre ces éléments-là. Donc, un autre message important que je profite pour vous passer, c'est que
vous ne pouvez pas conclure que les vaccins, alors l'aluminium n'a pas d'effet sur la santé générale de l'individu parce que on ne voit que les effets, l'impact avant les 5 ans de l'enfant. Okay, donc, on s'intéresse un peu aux maladies qui touchent l'enfant entre le moment où il a reçu la vaccination et lorsqu'il atteint ses 5 ans. On ne sait pas, et cette étude-là ne l'évoque pas, s'il y a des effets négatifs après les 5 ans ou alors dans la vie adulte. Donc, c'est le cas, donc, l'occasion d'intéresser beaucoup d'autres chercheurs, de continuer dans ce sens-là en essayant d'évaluer et de voir si il y a des impacts sur la vie adulte. Et là, vous imaginez bien que ça va nécessiter encore beaucoup de ressources, ça va nécessiter beaucoup plus de temps et c'est pas facile à faire ce genre d'études-là. Donc, les amis, voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette étude-là. Est-ce que vous avez dans votre pays des études similaires qui sont menées? On poursuit la discussion dans la rubrique commentaires. Moi, je profite juste pour vous rappeler, si vous êtes chercheur ou étudiant, vous pouvez nous contacter et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous accompagner pour l'analyse de vos données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, ou alors même pour vous accompagner dans la rédaction de votre protocole, dans la relecture de votre travail, ou alors pour toute autre aide que vous pourrez solliciter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.